en service. Pardon. Et directeur du réseau scientifique de connaissances en service de soins de santé intégré de première ligne, pardon. C'est un conférencier qui a une longue expérience de terrain comme intervenant social, mais également qui a travaillé beaucoup sur l'interdisciplinarité professionnelle, notamment entre les milieux infirmiers et le milieu là, des travailleurs sociaux, le travail social. Puis également, le lien avec les milieux scolaires ont été développés aussi. Donc, l'interdisciplinarité en acte. Il est également titulaire longtemps d'une chaire de recherche du Canada sur, je crois que c'est en lien avec les personnes âgées, pour le maintien des personnes âgées à domicile. Une longue expérience également d'animation de ce type d'atelier auquel vous assistez présentement. Donc, la raison pour laquelle au CRIFP, on ramène cette expérience-là, on offre encore cet atelier-là à répétition, c'est parce que la réaction est positive et je fais partie de ceux qui en ont bénéficié là, par le passé. Je rappelle, avant de céder la parole à notre conférencier, que pour les personnes, on parle de demande de bourse. Là, je rappelle que le 6 octobre prochain, puis le 13 octobre pour le doctorat, le FRQSC là, attend vos demandes de demande de bourse, là, si vous êtes intéressé. Donc, les dates butoirs approchent à grands pas. C'est la raison pour laquelle on offre ce genre d'atelier-là maintenant. Ça fait le tour pour moi. Je céderai la parole maintenant à notre conférencier que je remercie chaleureusement là, de partager généreusement de son temps. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation. Alors, vous comprenez avec cette présentation-là que j'ai un CV un peu éclaté qui porte sur plusieurs objets d'études, ce qui fait que je suis parmi les rares qui ont une expérience d'évaluation dans les comités d'évaluation de bourses ou de subventions, tant dans le domaine de la santé et des services sociaux, tant au Québec qu'au Canada et même à l'étranger, et dans toutes sortes d'organisations, je les ai presque toutes faites. Donc, je ne vais pas, moi, vous présenter des contenus spécifiques sur les programmes. Là, peut-être que la personne qui parlera après moi pourra le faire. Ce que je pensais utile, c'était de vous raconter un peu l'envers du décor, de vous donner accès à comment un évaluateur pense. Comme ça, vous pourrez en tenir compte dans votre travail d'élaboration d'une demande de bourse. Ce n'est pas pour minorer l'importance des informations formelles, mais il y a des ressources à l'université, il y a des ressources dans les fonds de financement qui peuvent répondre à toutes vos questions-là, à toutes ces questions-là, mais peut-être un peu moins répondre facilement, en tout cas aux questions relatives à la pratique de l'évaluation à l'envers du décor, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser vos questions ou formuler des commentaires. Je pourrais apporter des nuances ou des précisions au besoin. Alors, je vous rappelle qu'il y a un grand nombre de bourses, qu'il n'y a pas que les grandes bourses des grands fonds, là. Donc, je vais tenter de faire un petit portrait rapide des types de bourses en question, puisque les commentaires, les conseils que je vais formuler peuvent être un peu différents selon le niveau visé. Alors, il y a des grandes bourses, des grands organismes fédéraux ou québécois. Ce sont toujours des concours évalués par les pairs, donc c'est important, il faudra parler à des pairs pour les convaincre. Ce sont des bourses compétitives et elles sont prestigieuses. Donc, il faut y aller parce qu'elles payent, dans le fond, deux fois. Elles payent en argent, puis elles payent en symbole, sur le plan symbolique. Donc, c'est votre travail d'étudiant, c'est votre travail de futur chercheur que de compléter de telles demandes de bourse. Mais il y a aussi d'autres bourses qui peuvent être un peu plus faciles parfois à obtenir, donc des bourses institutionnelles de l'Université de Sherbrooke ou d'organismes thématiques. Vous devez, en plus des grands fonds, aller voir les catalogues de bourses et voir s'il n'y a pas quelque chose à quelque part qui concerne votre thématique d'intérêt. Je pourrais donner l'exemple des bourses. Il y a des caisses populaires des jardins qui donnent parfois des bourses et qui sont assez faciles à obtenir puisqu'il n'y a pas beaucoup de compétition à ce moment-là. Donc, il vous faut faire l'effort de faire le portrait des bourses accessibles pour vous, pour votre niveau de formation et pour la thématique d'intérêt qu'est la vôtre. Ces bourses-là peuvent être évaluées par des comités de pairs, mais pas forcément. Elles sont parfois moins compétitives, mais pas forcément.
Elles sont en général moins prestigieuses, mais néanmoins, elles préparent bien à l'obtention de grandes bourses plus prestigieuses. Le thème et les finalités du bailleur de fonds, ici comme ailleurs, mais peut-être plus encore ici que pour les grandes bourses, importent beaucoup. Les grands fonds vont énoncer des priorités, mais vous allez voir, c'est dans une langue très générale, alors que les bourses plus spécifiques, là, la Fondation Drummond, par exemple, pour les personnes âgées, eh bien, ils ont des attentes très précises et vous devez être capable de montrer que votre projet d'étude y répondra. Donc, il y a des répertoires qu'il vous faut feuilleter et il faut les feuilleter plus d'une fois par année parce qu'il peut y avoir d'autres calendriers de production que ceux qui sont offerts par les grands centres de recherche, des grands organismes de subvention de la recherche. Il y a aussi des bourses locales, celles que votre superviseur peut vous donner, celles que les centres de recherche peuvent vous donner. Alors, en général, c'est des plus petits montants, mais ça vaut la peine parce que ça vous permet de monter votre dossier pour les grandes bourses des fonds reconnus. Alors, il est parfois possible de demander, ça dépend du fonds, ça dépend de certains paramètres, là. Il est parfois demandé à votre superviseur, il est parfois possible de demander à votre superviseur de convertir un salaire d'assistanat en bourse. Cela peut avoir un avantage fiscal, mais aussi un avantage symbolique. Vous avez une bourse et donc, ça vous distinguera de vos collègues qui ont concours sur des concours similaires qui peuvent ne pas en avoir. Si vous faites cette demande-là et que votre superviseur accède à votre demande, il est très important d'avoir une entente très claire sur la charge de travail. Pour le dire clairement, vous devez convertir la bourse en question en taux horaire, informellement, j'entends, là, pour éviter que les 3 000 ou les 5 000 ou les 10 000 $ que vous recevez soient une condition favorable à votre exploitation éternelle par la suite. Donc, vous devez impérativement faire ce travail-là de paramétrer l'usage de la somme qui vous sera donnée. Ce ne sont pas des bourses compétitives parce qu'elles ne sont pas évaluées par des pairs. Elles doivent avoir formellement un lien très étroit entre le fonds du professeur ou du centre et votre bourse d'études. Et donc, vous devrez peut-être moduler votre projet en fonction des attentes de l'un ou de l'autre. Alors, je veux insister sur le fait que les taux de succès sont modestes. Hein? Ce n'est pas du 100% de succès, bien entendu. La plupart du temps, c'est en bas de 50%, parfois même moins, beaucoup moins. Néanmoins, c'est votre métier d'étudiant, c'est votre métier de futur chercheur que d'apprendre à faire ce genre d'exercice-là. Donc, il faut le faire, même si vous craignez ou si vous n'êtes pas certain d'obtenir le succès attendu. Pourquoi? D'abord, une part de hasard. Je ne suis pas en train de dire que les comités travaillent mal, mais il y a une part de hasard dans ce sens qu'il y a des années qu'il y a beaucoup de demandes, des années qu'il y en a moins. La sensibilité des évaluateurs sur les thématiques peut varier d'une année à l'autre. Donc, une part d'inattendu. Donc, il faut y aller, il faut courir votre chance et sait-on jamais, vous pourrez l'avoir avec une petite dose de chance. Ça permet surtout de vous introduire à votre métier de chercheur, je l'ai évoqué tout à l'heure en introduction de cette diapo-là, et ça vous permet, ce faisant, d'avoir un pool de textes de demandes de subventions que vous avez produites. Il se pourrait très bien que vous receviez de la part de votre centre de recherche ou de votre superviseur un courriel disant il y a une demande de bourse peut-être intéressante pour toi à faire. Malheureusement, la date de tombée, c'est dans 3 semaines ou dans 2 semaines. Si vous n'avez pas de pool de texte dans votre banque, eh bien, c'est difficile que d'être costaud en 2-3 semaines. Mais si vous avez déjà 1, 2, 3 demandes de fait, vous pourrez les recycler pour une occasion inattendue avec un délai, une date de tombée proche. Entendez-moi bien, cependant, il y a une nuance importante. Ce pool de texte-là, c'est une base, mais vous devez le modéliser
aux attentes particulières du fonds, un évaluateur pourrait voir qu'il s'agit que d'un copier-coller et que vous n'avez pas pris au sérieux les dites attentes du bailleur de fonds. Donc, il faut à chaque fois partir de ce pool-là pour le faire évoluer et le rendre particulier, singulier aux attentes du bailleur de fonds. Je vous invite aussi à pardon, distinguer. Alors, il faut d'abord bien lire les critères d'évaluation. Hein. C'est une des fautes très courantes. Les gens focalisent, mettent beaucoup d'efforts sur leur devis de recherche, on comprend pourquoi, et ne mettent pas assez d'efforts sur bien comprendre les critères, bien comprendre la forme imposée, bien comprendre les attentes du bailleur de fonds. Donc, premier acte qu'il faut faire, c'est bien lire les critères et bien les comprendre et écrire les demandes de bourse que vous allez faire en tenant compte de ces écrits-là. Si vous ne les comprenez pas, il y a des conseillers à l'université qui peuvent vous accompagner et il y a des conseillers dans les fonds de subvention de la recherche qui sont là pour ce faire. Et notamment pour les bourses fédérales, alors pour les gens qui fréquentent un peu les organismes fédéraux, la langue fédérale n'est pas la langue de tous les jours. Hein. Vous pensez parler le français correctement, vous lisez les outils fédéraux, vous ne comprenez rien, c'est pas grave, pas nécessaire d'appeler le docteur, mais il faut compenser, et notamment, il faut compenser par des demandes de compléments d'information à l'interne ou à l'externe, ou évidemment auprès d'un superviseur ou d'un senior, un chercheur senior qui a de l'expérience avec les fonds fédéraux. Donc, je vous invite aussi à distinguer les critères de qualification et les critères d'évaluation. Autrement, il y a des critères qui vous donnent accès au jeu, au droit de jouer, les notes, mais à peu près tout le monde va avoir des notes en haut de 3,9 là, dans les demandes de subvention de bourse. Donc, ce n'est pas ça qui est distinctif. Ce n'est pas la note qui va faire que vous allez avoir une subvention, une bourse, c'est davantage les critères d'évaluation. C'est ceux-là qui vont permettre de pondérer qui, parmi ceux qui ont des très bonnes notes, peuvent avoir une bourse. Donc, parmi les critères d'évaluation, il y a bien entendu les indices de performance, le fait d'avoir publié plus qu'un autre dans une revue plus célèbre ou plus prestigieuse que votre collègue. Ça, c'est un indice qui va être pris en compte beaucoup plus sérieusement que les notes, en ce sens que sont distinctifs. Les attributs de scientificité, je vais revenir tout au long de ma présentation. De votre texte en 2, 3, 4, 5, 12 pages, peu importe, il doit y avoir tous les attributs de scientificité attendus pour quelque chose de sérieux. Alors, c'est moins la pertinence qui fait que vous allez avoir une bourse que ces attributs-là. Ça m'est rarement arrivé, ça m'est presque pas arrivé que de dire mais telle demande est non pertinente. Tout le monde a des projets qu'il faudrait financer, ou à peu près tout le monde. Par contre, il y a des demandes de subvention, de bourse, pour lesquelles, moi, comme évaluateur, j'ai davantage de preuves que la faisabilité est grande, que la scientificité est élevée, et qu'il y aura donc des retombées en termes de science. C'est ça, moi, qui m'intéresse comme chercheur. Alors, bien entendu, pour les bourses, le bailleur peut vous demander d'autres argumentaires. Pourquoi telle université? Pourquoi tel superviseur? Montrer le lien entre deux niveaux d'études, entre le doc et le post-doc. Il faut le faire, tout ça. Il ne faut pas que ça prenne toute la place. Il faut néanmoins qu'il y ait des preuves de scientificité telles que je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, qui va vous évaluer? C'est des gens comme moi. Peut-être même que je vous évaluerai, sait-on jamais. Mais donc, c'est des gens comme moi. C'est-à-dire des chercheurs plutôt expérimentés, mais qui sont très rarement spécialistes de votre objet en particulier. Cela a une conséquence importante pour vous. Vous ne pourrez pas écrire comme un étudiant qui parle à ses superviseurs, qui va les épater par sa maîtrise de tel auteur, parce qu'il est hautement probable que la quasi-totalité des gens qui vont vous évaluer ne connaissent pas ce dit auteur-là. Donc, il faut vous rappeler que même souvent, il se pourrait que ce ne soient pas des gens disciplinarisés dans votre domaine qui vont vous évaluer.
Donc, il faut écrire pour se faire comprendre. Il faut écrire, et là, ça va peut-être vous étonner, mais comme un chercheur, non pas comme un étudiant. Quand on est un étudiant, on écrit pour montrer notre culture générale, notre maîtrise des textes, etc. Quand on est un chercheur, ce n'est pas cela qu'on met de l'avant. Ce qu'on met de l'avant, c'est la faisabilité, c'est la pertinence scientifique et c'est la scientificité. Je vous rappelle aussi que les évaluateurs, au Québec en tout cas, au Canada en tout cas, c'est presque toujours des bénévoles. De temps en temps, ça m'arrive actuellement, là, je participe à un fonds européen de recherche, on me paye pour évaluer. Au Canada, c'est assez rare. Ça veut dire qu'il se pourrait que votre évaluateur, vos évaluateurs, aient beaucoup de demandes à lire, peu de temps pour le faire, qu'il pourrait vous lire même dans un avion, dans un autobus, peut-être en maugrant un peu parce qu'il était un peu pressé. Il avait lui-même ses propres demandes de subvention à faire. Donc, ce qui est très important, c'est que vous devez écrire pour être compris. Vous devez reprendre la structure imposée par le fonds, plus précisément encore, reprendre les lexiques qu'on vous propose, problématiques, etc. Vous les reprenez tels qu'ils sont écrits, vous les mettez en gras dans votre texte, et comme ça, le lecteur pressé pourra se repérer rapidement dans votre demande pour aller chercher l'information qui l'intéresse. Ne comptez pas sur un évaluateur pour refaire un fil ou pour compenser qu'une information est séparée dans 3 lieux différents dans votre demande de bourse. L'argumentaire post-évaluation ratée ne peut jamais être « je ne comprends pas, j'avais donné l'information sur les N, mais dans telle partie de mon texte. » Si ce n'est pas dans la bonne partie ou la partie attendue, c'est un problème. Le lecteur va vous lire une fois, peut-être 2. Il risque de retourner votre demande quelques jours avant le comité et là, il va se repérer sur la structure. Donc, n'inventez pas une structure. N'ayez pas un rapport littéraire à votre demande de bourse. C'est vraiment une écriture factuelle, centrée sur la faisabilité, pertinence scientifique et les preuves de scientificité. Alors, avant d'écrire, il faut lire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, lire les règles des bailleurs de fonds. Il faut écrire comme un chercheur, pas comme un étudiant. Écrire pour se faire comprendre. Faire attention aux inférences de la forme sur le fond. Alors, en éducation, vous êtes peut-être meilleur que d'autres, mais si votre texte est bourré de fautes, de coquilles, etc., il se pourrait que le lecteur dise, bien, si c'est mou sur la forme, peut-être que c'est mou sur le fond. Je vous rappelle que votre évaluateur ne connaît pas aussi bien que vous votre domaine d'études. Il connaît cependant la méthodologie, il connaît cependant les attributs d'une bonne demande de subvention, il va s'y référer. Donc, il faut faire attention à cette contamination-là de la forme sur le fond. Je vous convie à vous faire relire par un senior. Entendez-moi bien, un senior, ce n'est pas un vieux, ce n'est pas quelqu'un qui est comme moi, âgé. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà obtenu des subventions et qui a déjà été sur des comités d'évaluation. Il se pourrait que votre superviseur n'ait pas ces attributs-là. C'est une très bonne personne quand même, mais là, vous pouvez peut-être vous retourner vers un de ses collègues ou vers un centre de recherche comme le CRIFPE et demander une relecture d'un senior. Ça fait une grande différence parce que lui, il ne va pas vous lire comme un professeur, mais il va vous lire comme un chercheur évaluateur, etc. Alors, quelques petits conseils à propos de l'écriture de votre demande de bourse. J'attire votre attention sur le fait que les schémas et les tableaux, c'est très bon, c'est une très, très bonne idée, mais ils doivent être parfaits. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que, d'abord, c'est cognitif. L'évaluateur regarde d'abord les tableaux et les schémas. Quand il veut vous relire à peu de frais, il regarde les tableaux et les schémas. Et donc, il met beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus. Ce n'est pas l'occasion d'être créatif. Alors, l'idéal, c'est de reprendre un schéma conceptuel, par exemple, qui est reconnu,
Vous pouvez le faire évoluer un peu, ce n'est pas un problème, mais il faut que vous puissiez dire, c'est un schéma reconnu, utilisé. Par exemple, si vous travaillez sur la littératie, vous pouvez prendre le modèle de Sorensen, qui est archi reconnu, euh, et que vous pourrez donc, ça va rassurer le lecteur. Si l'évaluateur doit se casser la tête pour comprendre votre schéma, si votre schéma induit une incohérence logique par rapport à votre écrit, il vaut mieux l'enlever. Si vous avez un doute, il vaut mieux enlever le schéma. Peu importe la longueur, que ce soit 2 pages, 4 pages ou 12 pages qu'on vous demande d'écrire, ce n'est jamais un facteur pour expliquer votre éventuel échec, puisque tous les concurrents auront la même norme. Et donc, il faut qu'il y ait toutes les sections essentielles d'une demande de subvention, même en format réduit. Objectif, problématique, état de connaissance et méthodologie. Et au moins ça. En plus des catégories imposées par la structure narrative proposée ou imposée par le fond. Il faut que votre texte soit lisible, donc ce n'est pas 4 pages, sans paragraphes, sans lignes, sans retour, etc. Il faut qu'il soit lisible. Il ne faut pas qu'il n'y ait de trous non plus. Vous devez occuper 100% de l'espace. Ce faisant, si vous occupez 95% de l'espace ou 90%, l'évaluateur qui vous reprocherait de ne pas être clair sur telle méthodologie, bien, il y a un argument. Il va pouvoir dire, bien là, il y avait 3 lignes qui restaient, il peut très bien expliquer sa taille échantillonnaire, mais il ne l'a pas fait. Donc, en occupant 100% de l'espace, vous minimisez un peu le risque d'avoir des commentaires comme ceux-là. Mettez des références. Ça va vous étonner, mais il y a plein de gens qui ne mettent pas de références ou qui en mettent beaucoup, beaucoup dans la problématique, dans l'état des connaissances, mais qui ne réfèrent pas leur cadre théorique, qui ne réfèrent pas leur méthodologie. Or, mettre une référence, ça vous permet de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sans tout écrire. Vous pouvez, tel que le soutient tel auteur, eh bien, je vais employer le concept de systémie de telle manière. Mais ça rassure beaucoup, beaucoup. Si votre référence est une recension des écrits systématiques, dites-le. Parce que quand vous dites ça, dans votre phrase, hein, je donne un exemple concret, là. Il y a un auteur britannique, Trisha Greenhalgh, qui a travaillé sur le leadership en management de la santé. Eh bien, elle conclut son texte, elle a analysé 40, de mémoire, c'est 40 000 articles qu'elle a analysés. Et elle conclut son texte de 12 pages par 4 ou 5 recommandations. Et quand vous dites je m'appuie sur la recommandation de la synthèse de connaissances systématiques de Greenhalgh qui dit que vous ramenez 40 000 articles avec vous. Moi, j'exagère un peu, là, mais vous ramenez beaucoup de savoir et ça, avec peu de mots et ça rassure beaucoup l'évaluateur. Comme vous êtes déjà en éducation, vous avez cette connaissance-là de l'art de produire des objectifs. Donc, c'est un avantage que vous avez. Vous devez vous en servir. Donc, je vous invite à avoir non pas une liste d'objectifs, mais bien une structure d'objectifs. Une telle structure a l'avantage de donner du sens, d'aider le lecteur, moi, l'évaluateur un peu pressé, pour bien comprendre ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas faire objectif 1, identifier ceci, 2, identifier cela, 3, identifier. 3 identifier, ça ne marche pas. Il faut identifier, en dégager des déterminants et formuler des recommandations. Je ne dis pas que vous devez tout le monde faire ça, là. Je voulais vous illustrer qu'en mettant identifier, en dégager, formuler des recommandations, on entend l'étagement des étapes et on entend aussi quelle est la finalité. Si la finalité n'est que descriptive, peut-être qu'on se dit, ah tiens, il y a moins d'intérêt pour le transfert de connaissances. Donc, vous pouvez positivement toujours mettre un objectif qui énonce votre intention en termes de transfert de connaissances et qui montre que vous prenez en compte la question de l'usage des connaissances que vous allez produire. Donc,
retenez pas mon exemple, mais retenez l'idée que la structure d'objectif doit être une structure, pas une liste incohérente. Et rappelez-vous que le lecteur pressé, l'évaluateur, risque de beaucoup focaliser là-dessus. La conséquence logique, c'est que lorsque vous allez écrire la méthodologie, le lecteur devra voir le lien direct entre vos objectifs et les étapes de la méthodologie. Donc, pour le dire autrement, mettez donc les numéros d'objectifs dans votre section méthodologique. Le lecteur va faire la correspondance aisément. Donc, j'ai tout à l'heure souligné l'importance du potentiel d'avancement des connaissances. Si vous travaillez sur un sujet archi connu, archi développé, vous risquez de dire « Ah, c'est intéressant pour sa formation, mais ça n'apportera rien de neuf sous le soleil. » Donc, si vous avez des arguments qui démontrent l'originalité de ce que vous faites sur le plan scientifique, pas une originalité, comment je pourrais dire, de principe ou c'est intéressant, mais vraiment, par exemple, tel état des connaissances conclut qu'il faut combler tel besoin de connaissances, ça, il faut l'écrire, il faut mettre le nom de la référence, évidemment, pour que tout le monde est content. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un concours littéraire, ni académique, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est ce qui compte avant tout, c'est est-ce que c'est original sur le plan scientifique, pertinent sur le plan scientifique, et est-ce qu'il y a de la spécificité? Un objet trop large va inquiéter l'évaluateur quant à la faisabilité d'avoir des résultats de vos travaux. Donc, il faut qu'il y ait un bel entonnoir dans votre texte et qu'on voit que dans le bas de l'entonnoir, l'objet est clair et manipulable et donc réaliste en termes de faisabilité. Je vous invite à soigner le titre. Et idéalement, le titre devrait contenir une pertinence sociale. J'étudie tel objet. Alors, je ne sais pas, moi, je travaille actuellement dans une équipe de recherche qui s'intéresse à la déprescription des antipsychotiques en contexte de CHSLD. Je ne vais pas tout vous raconter ça, là, mais le titre énonce, cette idée-là énonce l'idée de quelles sont les conditions de maintien d'un programme de déprescription pour améliorer la vie des personnes hébergées en CHSLD. Alors, vous comprenez bien que pour améliorer la vie, ça indique une pertinence sociale. Les chercheurs ne sont pas tous sensibles à la pertinence sociale, mais la plupart le sont. Mais tous les bailleurs de fonds sont sensibles à la pertinence sociale. Donc, trouvez un beau titre dans lequel on comprend l'objectif et on comprend à quoi ça va servir. Un petit conseil banal, là, tous les mots dans le titre, tous les mots dans les objectifs, il faut que ce soit les mêmes. Parce que si vous employez d'autres mots, c'est le côté littéraire que j'évoquais tantôt, le lecteur va se poser comme question, c'est quoi le vrai objet? Est-ce que c'est de la participation civique ou de la participation citoyenne? Est-ce que c'est la même chose? Et si le lecteur pense que ce n'est pas la même chose, vous êtes cuit. Et donc, vous perdez des points et vous allez devoir peut-être recommencer. Le même intérêt doit être accordé au résumé. Souvent, on travaille très, très fort, très en profondeur pour faire une très bonne demande de subvention. Puis, on fait le résumé très rapidement à la fin sur le site Internet du fonds. C'est malheureux parce que, rappelez-vous que le résumé, c'est peut-être ça que l'évaluateur va lire une demi-heure avant de vous évaluer lors de la séance publique, là, collective. Puis même dans les pires des cas, mais c'est assez rare, il y en a qui disent que ça. Donc, il faut vraiment, vraiment soigner le résumé. Yves, excuse-moi, Yves, il y aurait une question de la part d'un étudiant. Un petit peu plus tôt, tu as parlé de preuves de scientificité. Et qu'est-ce que tu entends exactement par là? Ouais, c'est des références, c'est des méthodologies reconnues. Je vous donne un exemple. Je vais faire des entrevues. Oui, mais lesquelles? Il y en a plein de sortes d'entrevues. Si vous faites des entrevues, eh bien, elles vont porter sur quoi, les entrevues? Est-ce que vous allez dire des grands thèmes généraux ou vous allez avoir un modèle conceptuel qui dit, ben là, je sais pas moi, collaboration interprofessionnelle. Le modèle canadien dit que 6 domaines de compétences à collaboration inter. Je vais
je vais m'appuyer là-dessus. Vous voyez? Dire, je vais faire des entrevues, on ne sait pas quoi, sur la collaboration, mais on ne sait pas sur quoi. Il n'y a pas d'indice de scientificité. On n'a qu'un intérêt quasiment citoyen. Mais si je le dis, je vais faire un entretien d'explicitation, Vermèche 2004, qui va porter sur la collaboration inter en appui sur les 6 dimensions du modèle canadien, etc. Là, on a des preuves de scientificité. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de l'induction. Vous pouvez faire de l'induction. Mais vous ne pouvez pas dire tout va être totalement induit. Parce que le chercheur va se dire, c'est quand même extraordinaire. Elle travaille sur la gestion de classe, elle va faire du inductif. Très bien, ça se peut. Il y a des millions d'articles sur ce thème-là. Donc, il faudra qu'il y ait un état des connaissances, des métaux adéquats, etc. L'état des connaissances en tant que tel, c'est un bon indice de scientificité. Quelqu'un qui dit « j'ai tout recensé sur mon objet », ça, c'est une preuve de scientificité. Quelqu'un qui prend un texte là, un texte là, un texte là, puis qui les mélange pour faire comme un narratif, c'est un problème. Est-ce que ça répond à la question? Sûrement, oui. Et là, on a une autre question. Là. Et lorsque vous parlez de résumé, et celui-ci est-il à la fin du devis de recherche ou au début, avant l'élaboration de la problématique? Alors, ça dépend beaucoup des bailleurs de fonds. Il faut suivre les consignes de rédaction. En général, le résumé est au début. Puis il y a même des programmes qui ne demandent pas de résumé, mais s'il en demande un, soignez-le. S'il n'en demande pas, je donne un petit truc que j'ai emprunté à Yves Lenoir, qui est un grand chercheur du CRIFE qui a pris sa retraite il y a quelques années et qui commençait toujours sa problématique comme ceci. La présente étude porte sur et vise à. La première ligne. Et comme ça, le lecteur comprend de quoi vous parlez. S'il doit tout lire pour connaître votre intention, il y a un petit risque qu'il perde le fil en chemin. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour le moment, en tout cas pas dans le chat. Merci, je continue. Alors, quelques trucs. Il faut commencer tôt. Tôt, là, ça peut même vouloir dire dès que vous commencez votre cycle d'études. Même si vous n'êtes pas certaine d'aller au doctorat, commencez à penser à cette possibilité-là le plus tôt possible. Moi, tous mes étudiants du bac que j'ai soutenus pour aller à la maîtrise ont eu des bourses, tous. Mais parce qu'ils m'ont fait un signe avant le 15 septembre de leur entrée à la maîtrise. Il faut aussi commencer tôt pour l'écriture parce qu'il doit y avoir de la maturation, de la révision, de la réécriture, prévoir les lettres d'appui. Idéalement, demander de les relire, pas que ça parte n'importe comment. Ça m'est arrivé des lettres qui, de toute évidence, le répondant avait botché sa lettre, dans le fond, là, et c'est vous qui payez le prix. Là. Et donc, pour que tout arrive en temps, il faut s'y prendre d'avance, pour coincer les gens avec des dates de tombée impossibles, etc. Il faut aussi se garder un peu de temps pour... faut éviter là, le rush informatique à la fin. Là. Ça nous est tous arrivé, un site Internet qui plante parce qu'il y a trop de circulation là, à minuit moins quart, là, puis d'avorter tout. Hein. C'est vraiment malheureux. Je vais sauter le suivant pour... Non, je vais présenter maintenant. Dans votre CV, il faut tout mettre ce qui est pertinent, tout, et tout expliquer ce qui est pertinent, mais ne pas embeurrer trop épais sur le hors-travail, le hors académique. Pourquoi? Parce que ça peut être une preuve que vous êtes mal focalisé. Quelqu'un qui dirait, je donne 40 heures semaine au scout, c'est un problème. Parce qu'il disait, il ferait mieux de travailler davantage à publier. Et si vous travaillez, par contre, sur un thème où l'expérience scout a du sens, vous pouvez le mettre. Je vous invite à expliquer votre CV. Notamment si vous avez des notes françaises ou maghrébines ou peu importe, là, expliquez qu'un 12 sur 20, ce n'est pas une honte comme c'est le cas au Québec. Et donc, il faut trouver une place pour le faire. Des fois, il n'y a pas de place pour le faire. Vous pouvez peut-être le mettre demander à vos répondants de le mettre, cette information-là.
Je vous invite aussi à faire très attention aux petits points. Souvent, il y a des trucs extrêmement bien faits, genre métaux, etc. Puis il y a une petite case dans le formulaire qui demande d'expliquer, mettons juste un exemple, qu'est-ce que vous entrevoyez pour le transfert de connaissances. Là, parfois, on lit souvent des phrases générales, je vais aller à un colloque, je vais faire ceci, cela, et ce n'est pas distinctif. Or, je vous rappelle que comme évaluateur, on financerait à peu près 95 %, si on avait de l'argent, là, on financerait 95 % des demandes, mais il n'y a pas cet argent-là. Il y a 10-15 % qui sont vraiment outstanding, là, qui sont vraiment wow. Il y a 10-15 % qui c'est vraiment pas bon, ça n'a pas été relu, etc. Et donc, il y a donc un gros contingent, au moins les 2 tiers de finançables. Et entre le premier finançable et le dernier, il peut y avoir des dixièmes de points de différence. Donc, accordez la même importance à toutes les sections de votre demande, à tous les points, et pour éviter d'être très bon partout et qu'il vous manque un dixième de point parce que le transfert de connaissances a été trop paresseusement développé. Alors, les lettres, demandez des taux parce que c'est des gens pressés. Vous pouvez aider les répondants en leur fournissant des contenus. Pourquoi vous êtes performante, pourquoi votre projet est original, etc. Idéalement, relire les lettres, mais il y en a qui n'acceptent pas, mais si vous avez le choix, là, choisissez des gens qui acceptent de vous faire relire la lettre pour être sur le bon ton. Choisir stratégiquement le répondant, pas le plus facile d'accès. Parfois, celui ou celle qui est, par exemple, rattaché au département qui va faire le premier tri. Hein. Vous savez, au CRSH, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais jusqu'à tout récemment, là, c'est d'abord le département ou la faculté qui envoyait, qui triait, puis qui envoyait les... alors, des gens qui connaissent bien la culture du département, ça peut être important. Donc, une composante stratégique là, à avoir. Et donc, les lettres peuvent avoir de l'info complémentaire. Alors, j'essaie d'accélérer un peu, là. Quelques mots sur le CV. J'insiste sur le fait que l'écrit vaut plus que l'oral, vaut beaucoup plus que l'oral. 10 communications orales ne valent pas un écrit dans une revue avec un facteur d'impact, même modeste. Et donc, vous pouvez faire des colloques, mais le colloque doit être conçu comme la première étape vers un écrit. Et faire des colloques sans écrit par la suite, le rapport coût-bénéfice n'est pas bon. Hein. Trop de transport, trop de décalage horaire, trop de fatigue. Il vaut mieux s'isoler 4 jours dans un chalet et écrire que de partir 4 jours à Paris pour 10 minutes devant 12 personnes. Vous devez exiger de co-signer tous les articles auxquels vous collaborez. Je dirais même que c'est un critère de choix de votre superviseur. Vous devez, si votre superviseur dit non là, à ça, là, changez. Changez le plus rapidement possible. Parce que ceux qui ont de la performance dans les bourses, c'est parce que leur superviseur les a intégrés dans les projets d'écriture. J'ai connu des gens qui ont fait des dizaines d'écrits sans co-signer. Puis quand ils arrivent pour avoir un poste, après, ben, ils n'ont pas le CV qu'il faut. Ils ont l'expérience qu'il faut, mais pas le CV. Donc, soyez vigilants là-dessus, exigez-le. La tendance est de plus en plus, là, le monde change, les superviseurs sont très ouverts à ça en général. Privilégier les revues avec des facteurs d'impact, privilégier l'anglais. C'est malheureux, mais privilégier l'anglais. Vous pouvez écrire dans des revues francophones pour le plaisir, puis je le fais moi beaucoup pour transférer, mais vous devez, il faut que votre CV montre que vous avez une capacité de publier là où ça compte, c'est-à-dire là où c'est recensé. Ça, je l'ai dit tantôt. Faites attention, il y a des gens qui me posent des questions parfois sur si j'attends 1 an, est-ce que je vais mieux me préparer pour faire une demande de bourse? Peut-être, mais il se pourrait que l'année soit gaspillée à faire toutes sortes d'affaires secondaires. Là. Et soyez attentifs, il y a de plus en plus de programmes qui vont mettre des critères de durée d'études qui font en sorte que attendre 1 an, c'est
peut-être perdre une année de bourse. Et donc, vous devez, moi, je privilégie d'y aller le plus tôt possible, quitte à vous reprendre. Vous aurez au moins l'expérience et les retours éventuels des évaluateurs. Monsieur Couturier, on a Oui. ici une question. Oui. Est-ce qu'on peut mettre les articles en révision ou soumis à un journal dans le curriculum vitae? Alors, ça varie un peu. Il y a des règles qui disent non. Dans le doute, vous les mettez, surtout comme étudiant. Vaut mieux les mettre. Mais vous pouvez idéalement adjoindre une preuve que c'était soumis. Ce qui est moins à faire, à mon avis, c'est les articles en rédaction. Pas soumis nulle part. Ça, moi, personnellement, je ne les lis pas. Je n'en tiens pas compte parce que moi-même, j'ai des centaines, peut-être des milliers de cadavres d'articles dans mon ordinateur. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de performant. C'est le contraire, ça indique que je ne suis pas performant. Pour les étudiants étrangers, là, faites votre demande de résidence canadienne au plus vite parce que plusieurs grandes bourses requièrent un statut de résidence. Et donc, n'attendez pas d'être prêt, n'attendez pas la fin de ceci, cela. Surtout, on le voit actuellement avec la COVID, il y a des délais qui peuvent être inattendus. Donc, il y a quelques étudiants étrangers qui perdent une année parce que malheureusement, ils n'ont pas le bon statut. Expliquez bien votre parcours. Tantôt, j'ai dit expliquer les notes. Là. Expliquez bien votre parcours. C'est quoi un DES en France? C'est quoi un DES au Maroc? Pour que l'évaluateur comprenne bien vos spécificités. Alors, si vous obtenez... Monsieur Couturier, il y a encore deux petites questions que je me permettrais parce que je vois que ça roule. Là. Ici, il y a deux étudiants, ici, deux personnes étudiantes qui soulèvent deux éléments. J'ai le même problème. J'ai collaboré à pas mal de recherches, mais je ne les ai pas co-signées en pareilles circonstances. Comment peut-on faire pour valoriser ces expériences? Considérant qu'on prend pour acquis dans la question que ça a déjà été publié, donc on peut difficilement rajouter le nom là, une fois que c'est publié. Non. Dans votre CV, vous pouvez parfois mettre des lignes qui expliquent ce que vous avez fait. Et vous pouvez dire, j'ai participé à la rédaction de tel article. Donc, vous pouvez au moins sauver un peu le travail, même si ce n'est pas la preuve de performance là, que j'évoquais tantôt. Vous pouvez peut-être, alors tout à l'heure, j'ai dit que j'ai des milliers d'articles qui meurent dans mon ordinateur, mais j'ai aussi des milliers de données qui dorment dans mon ordinateur. Vous pourriez peut-être demander aux chercheurs l'autorisation de faire un retraitement des données sous un autre angle, là, pas la même affaire, sous réserve que l'éthique le permet aussi, là, et donc de revaloriser une partie de votre travail. Et le chercheur va être content parce qu'il va avoir une autre publication se faisant. Mais je vous invite à agir en amont, là, puis à fuir les superviseurs qui ne vous intègrent pas pleinement dans leur... Un superviseur, là, c'est quelqu'un qui fait deux choses. Il vous accompagne sur le plan académique, il vous accompagne sur le plan carrière. S'il ne vous accompagne pas dans la carrière, c'est un problème. D'autres questions? Oui, deuxième question, en fait, il s'en rajoute à mesure. Est-ce qu'on doit mettre toutes nos publications, même celles qui sont de vulgarisation ou dans des revues à l'égard de notre discipline? Oui, surtout comme étudiant, l'évaluateur va se dire oh, elle est active, il est actif. Donc, c'est très bien. Plus tard dans votre carrière, si vous publiez 10 articles par année dans l'Enseignant du Québec, par exemple, mais pas d'articles dans une revue scientifique, un jour, ça va vous remonter au visage. L'évaluateur va se dire elle est mal focalisée, cette personne-là. Elle devrait rétablir l'équilibre entre de la vulgarisation et du scientifique. Mais pour le moment, pour les bourses, vous mettez tout, même des trucs qui ne seraient pas tout à fait en ligne avec votre objet. Il faut éviter d'avoir un CV vide. D'accord, je vous remercie. Une autre question ici. Je suis en train de faire une demande de bourse alors que je viens tout juste de commencer mon doctorat. Comment dois-je faire pour bien élaborer mon projet alors qu'il n'est pas encore tout à fait décidé?
et que je ne maîtrise pas encore la littérature sur mon sujet. Devrais-je attendre à l'an prochain pour déposer ma demande? Non, mauvaise idée à mon avis. Je vais vous dire quelque chose que vous allez probablement jamais entendre à part que dans ma bouche, là, mais c'est une vérité. Le projet que vous allez soumettre, ce n'est pas forcément le projet que vous allez réaliser. Tous les doctorats évoluent 100 fois entre la demande de subvention et la thèse finale. Il n'y a aucun organisme qui va vous demander puis finalement, coudonc, tu fais ce que tu voulais sur la gestion de la classe. Ça n'arrive pas. Ils peuvent demander des preuves d'avancement, mais ce n'est jamais de l'ordre du contrôle du contenu. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est faire tout ce qu'il faut pour montrer une certaine maîtrise du champ, faire un projet qui se tient bien, même s'il n'est pas tout à fait celui que vous avez en tête qui requérait davantage de travail. Je ne sais pas si vous entendez le ton stratégique, là. Faites quelque chose qui paraît bien, quitte à le faire évoluer 100 fois par la suite. Puis il y a des trucs, là. Vous savez, dans une demande de bourse, 4 pages, là, c'est pas 200 références que vous allez avoir. Vous êtes capable de trouver les 3 à 4 literature review dans votre domaine. Vous êtes capable de les citer. Vous êtes capable d'avoir les 2-3 grands textes de référence. Donc, trouvez-vous un sujet proche de votre intérêt, puis vendez-le comme ça. Puis idéalement, votre superviseur devrait vous aider à faire ça, là. Peut-être qu'il lui-même ou elle-même a des projets en cours qui pourraient vous donner un élan, là. Parfait, je vous remercie pour votre réponse. Je vais vous laisser continuer votre présentation, puis on pourra revenir à la fin là, sur les autres questions. OK, mais c'est ma dernière. Je vais vous envoyer mon petit PowerPoint là, sur le pitch de l'ascenseur. Vous pourrez le lire pour vous, ce n'est pas essentiel ici. Je vais simplement conclure en vous disant que les bourses, ça paye 2 fois. Ça paye en argent et ça paye en symbolique. Pour celles et ceux qui veulent avoir la chance d'avoir une belle carrière, il faut faire les bourses aussi pour la dimension symbolique. Je vous rappelle aussi que si vous avez fait 3 demandes de bourse et que vous avez 2 succès, les 2 succès vont à votre CV. Peut-être que vous ne pourrez pas cumuler les 2 sommes d'argent, mais les 2 lignes vont être à votre CV et ça, c'est un succès. Peut-être qu'on pourrait laisser du temps à l'autre personne pour dire ce qu'elle a à dire et peut-être nuancer quelques propos que j'ai faits. Oui, bien sûr. Je crois que c'est Marie-France Noël qui voulait prendre la parole. Il est déjà presque 10 minutes avant 13 heures. Est-ce qu'on peut revenir sur les questions? Il y avait quelques questions qui ont été proposées, mais avant, je propose qu'on passe à la présentation de Marie-France Noël, puis après ça, on pourra revenir sur les questions au cas où les réponses de notre amie Marie-France pourraient y répondre. Marie-France, je te cède la parole. Bonjour, je ne me vois pas. Est-ce que vous me voyez pour votre part? Ah, je pense que ça s'en vient. Je ne te vois pas encore, chère Marie-France. Pourtant, mon vidéo est bien ouverte et mon micro est ouvert. Vous m'entendez par contre? Très bien. OK. Et là, je ne suis pas certaine d'avoir accès pour vous partager mon écran. Ça se peut-tu que je sois comme participante, mais pas comme conférencière dans le... Non, normalement, Non. Tu dois être capable de partager la réponse. C'est beau, oui, je l'ai. C'est beau, je l'ai. C'est bon, c'est bon. Je viens de la voir. OK, donc bonjour. Normalement, vous me voyez et vous voyez ma présentation? Oui. Parfait. Bien, ça me fait plaisir d'être avec vous. Puis en fait, il y a beaucoup de contenu. En fait, la plupart du contenu, je vous aurais dit la même chose que le professeur Couturier, là, qui est évidemment un habitué. Ça se voit très bien, effectivement. Il y a d'excellents conseils dans tout ce qui nous a été dit avant moi. Donc, évidemment, je ne reviendrai pas sur ces éléments-là. Mais dans le temps assez restreint qu'on a, ce que je pensais faire, c'est vous donner quand même quelques repères sur différents concours de bourse qui sont dans votre univers, puis sur leur processus de traitement.
Puis, je voyais dans le chat qu'il y avait des questions là, tout à fait pertinentes, là, des questions spécifiques, des fois à vos situations aussi, là, sur ces éléments-là aussi. Si on a quelques minutes après, là, je pourrais vous répondre. D'abord, pour vous dire de prendre effectivement le temps de bien repérer des concours. Souvent, on utilise encore le courriel pour vous diffuser les différentes options qui s'offrent à vous. Vous avez aussi l'outil dans mon portail qui vous permet de repérer les différents concours. Bon, là, je ne parle pas nécessairement des grands concours, des grands organismes subventionnaires, mais des concours assez largement, dont les bourses à fondation qui s'en viennent très bientôt. J'en parle parce que voilà des concours où justement où la compétition est moins élevée. Il y a assez peu de candidatures à ces concours-là. Ça peut être des concours intéressants pour vous faire la main, là, puis tenter la chance de bonifier votre dossier parce que plus on a de bourses à notre dossier, plus on a de chances d'en obtenir d'autres. Je le mentionne parce que ce n'est pas nécessairement intuitif. Il y a des étudiants qui disent, ben là, j'ai déjà une bourse. Est-ce que je peux en demander d'autres? Mais oui, demandez-les toutes si vous pouvez, sous réserve de votre admissibilité, puis évidemment en faisant attention à la gestion de votre temps, là, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez demander plusieurs bourses différentes. Donc, à la maîtrise en recherche, le panorama des principales bourses est le suivant. On a un programme facultaire de bourse de maîtrise en recherche. Si c'est votre cas, si vous êtes en début de maîtrise, vous avez reçu normalement de ma part un courriel à ce sujet-là. Il y a un concours de bourse institutionnelle d'excellence aussi de l'Université de Sherbrooke avec 2 dates limites par année, 1er septembre, 1er mars. On peut demander ces bourses-là avant de commencer le programme ou au début de votre programme. Au provincial, on a le concours du FRQSC, donc des fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Et au fédéral, un concours de bourse de maîtrise également. Dans ces 2 cas-là, il faut demander les bourses donc avant de commencer la maîtrise ou en première année de maîtrise. Il y a les bourses à fondation que je viens de mentionner, où là, ça dépend vraiment des concours et les bourses des chaires et centres dont le professeur Couturier a déjà parlé tout à l'heure. Au doctorat en recherche, c'est à peu près le même portrait. Donc, il y a un programme facultaire, il y a un programme institutionnel, on a des concours au provincial, au fédéral. Donc, on est à peu près dans le même univers pour les grandes catégories de bourses. C'est ce qui fait d'ailleurs que si vous êtes au doctorat puis que vous êtes passé par la maîtrise recherche, bien, souvent, vous avez déjà quand même quelques repères là, sur les concours qui viennent, puis sur leur réalité, sur les grands formulaires à remplir. Vous savez qu'il faut se prévoir du temps, se prendre bien d'avance, voilà. Pour les étudiants internationaux, il y a quand même des concours de bourse aussi. Là, donc, au doctorat ou à la maîtrise, il y a le programme facultaire qui est ouvert à vous. Le concours institutionnel aussi est ouvert aux étudiants internationaux. Il faut être domicilié au Québec. Au FRQSC, maintenant, il y a une ouverture aussi aux personnes candidates de l'international, sous réserve, là, je ne sais plus par cœur, mais d'avoir été au Québec quand même là, 2 sessions, c'est ça, au moins 2 sessions à temps plein là, inscrits dans une université québécoise et en présence au Québec. Mais ça, c'est nouveau depuis quelques années. Donc, je le mentionne, il y a même plusieurs professeurs qui ne sont pas nécessairement au courant et qui ne pensent peut-être pas de vous aiguiller vers ça, mais oui, c'est possible. Toutes nos étudiantes et étudiants au doctorat ont maintenant des bourses d'exemption des droits de scolarité majorés et il y a un concours de bourses pour étudiantes et étudiants étrangers qu'on lance chaque été et où il y a des bourses de doctorat et de post-doctorat. Donc, ça peut être des choses à surveiller. Pour vous donner un portrait là, de comment ça se passe dans l'évaluation de ces concours-là, là, je regarde seulement pour les concours externes. Évidemment, quand c'est des concours internes, bien, si c'est un concours facultaire, c'est évalué à l'échelle d'une faculté. À l'échelle institutionnelle, les concours institutionnels, bien là, il y a des comités institutionnels. Mais les concours externes, c'est qu'il y a 2 phénomènes. Donc, il y a certains concours qui font une sélection seulement à l'externe, donc seulement à l'organisme. C'est le cas des bourses au FRQSC. Au FRQSC, ces demandes de bourses-là ne passent pas entre les mains des facultés et des départements. C'était le cas il y a très, très longtemps, mais ce n'est plus le cas. Donc, quand votre demande est soumise à l'organisme, là, moi, je ne la vois pas, je n'ai pas accès à leur système, j'ai accès à rien là-dedans. C'est l'organisme qui s'en occupe, c'est l'organisme qui fait ses comités et qui procède donc à l'évaluation. Tandis que quand on est du côté de certains autres concours, l'organisme va faire effectivement ses comités et son évaluation, mais il y a aussi des étapes de sélection interne avant ça. Parce que pour certains programmes de bourse, les universités ont des quotas de nombre de demandes maximum qu'on peut envoyer.
Donc là, comme on reçoit plus de demandes que notre quota, il faut qu'on fasse une présélection, dans le fond. Et donc, pour les concours du CRSH, c'est le cas, aux IRSC aussi, si jamais c'était votre cas, CRSNG, tous les organismes fédéraux. Au concours de bourse pour étudiantes et étudiants étrangers, dont je parlais, donc pour les bourses doctorales, postdoctorales et de court séjour, il y a une sélection à la faculté et ensuite une sélection à l'université. Les concours de bourses très prestigieux aussi, qui sont les bourses Vanier au doctorat, les bourses Banting au postdoctorat. Il y a aussi des sélections internes. Dans les deux concours CRSH là, réguliers, là, CRSH maîtrise, CRSH doctorat, il y avait auparavant effectivement un dépôt au département, puis il y avait une appréciation du département. Maintenant, ce n'est plus le cas depuis quelques années. Là, à la maîtrise, ça a changé il y a un petit peu plus longtemps. Au doctorat, c'est encore relativement récent. Donc, vous déposez votre demande dans le système, tout le monde à la même date. Et après, l'université reçoit toutes ces demandes-là et met en place un comité d'évaluation. Donc, pour tous ces concours-là où il y a une sélection interne à l'échelle de l'université, c'est un comité interfacultaire qui évalue les demandes. En fait, c'est les vice-doyennes, vice-doyens à la recherche ou aux études supérieures recherche qui font l'évaluation. Parfois, certaines personnes, c'est le cas en éducation, délèguent leurs adjointes ou adjoints. Et l'évaluation se fait selon les critères de l'organisme. Puis ça, c'est quelque chose où je pense que c'est important de vous rassurer là-dessus. Il n'y a pas de quota là, entre les facultés ou entre les programmes. Le but de ces comités-là, c'est d'envoyer les meilleures demandes à l'organisme externe. Puis il y a des années où les meilleures demandes venaient beaucoup d'éducation, puis on envoyait plein de demandes d'éducation. Puis il y a des années où si les meilleures demandes viennent d'autres facultés, ben c'est celles-là qui partent. Donc, vous n'êtes pas il n'y a pas d'enjeu de quota. C'est vraiment le but où les comités, les différentes facultés, là, on ne tire pas la couverte chacun de notre côté. Ce qu'on veut, c'est que les meilleurs dossiers partent. Les meilleurs dossiers, peu importe la provenance, la faculté de provenance, le programme de provenance. Parce qu'on le sait qu'à l'autre bout, quand la sélection à l'externe se fait là, au CRSH, c'est serré, c'est très serré la compétition. Ça ne sert à rien d'envoyer un dossier plus faible sous prétexte qu'il est de notre faculté. Là. Ça ne sert à rien. Ce qu'on veut, c'est que c'est les meilleurs dossiers qui partent de l'université, ceux qui ont les plus grandes chances de succès après une fois à l'organisme. Puis donc, on se colle vraiment sur les critères de l'organisme. On regarde, ça va être selon quels critères que ces dossiers-là vont être évalués une fois à l'organisme. Puis à ce moment-là, c'est ce qui nous guide là, pour faire l'évaluation dans notre comité interfacultaire. C'est une évaluation avec un gros fichier Excel, avec tous les critères. Tout le monde, on fait la notation de tous les dossiers. Les évaluations sont mises en commun, puis il y a des rencontres là, de discussion pour faire la sélection finale des candidatures qui sont envoyées. Donc, ça vaut la peine de faire ce processus-là. Puis ce qu'on remarque, c'est que des fois, ça se peut que la première année, là, vous ne passiez pas la sélection interne. Mais déjà, juste d'une année à l'autre, de voir que l'année suivante, votre dossier est bonifié, puis vous partez à l'externe. Puis peut-être que vous n'obtiendrez pas la bourse encore, mais on voit qu'il y a un pas de plus qui a été fait. Votre demande a été sélectionnée dans le quota de l'université. Ça vous permet aussi de progresser là-dedans puis de voir l'évolution de votre dossier. Donc, les quotas universitaires, quand même, pour chacun de ces concours-là, sont différents. Là, je n'ai pas les chiffres de cette année sous la main, là, mais au doctorat, quand je suis arrivée, et là, je vais faire ma vieille, je vais faire le petit côté vieille ma tante. Quand je suis arrivée dans le temps, en 2004, on envoyait 4 demandes pour CRSH doctorat pour toute l'université. Et 4 demandes. Donc, c'était des dossiers tellement de haut niveau. La compétition était extrêmement serrée. Puis depuis ce temps-là, comme on connaît des grands succès aussi, comme notre nombre d'étudiants a augmenté, notre quota cette année, je pense, est rendu à 19 dossiers CRSH doctorat. Là. Donc là, vos chances de sortir de l'université sont déjà beaucoup meilleures que jadis. Puis par contre, nos 19 dossiers, ils n'obtiennent pas tout le monde des bourses au bout. Là. Ça, c'est très compétitif. C'est très compétitif une fois à l'organisme. CRSH doctorat, une petite nuance aussi à connaître.
Là, il y a des étudiants des fois qui me disent, mais Marie-France, il y a 2 bourses au CRSH doctorat, il y en a une à 20 000, une à 35 000. Moi, je voudrais appliquer sur celle à 35 000. Mais je vous comprends, mais c'est un seul et même concours. Donc, vous n'avez pas 2 demandes à faire, vous faites une demande au CRSH doctorat. Les critères d'admissibilité sont un petit peu différents là, sur la durée de l'admissibilité. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les meilleurs dossiers vont obtenir 35 000 s'ils sont admissibles, puis les dossiers suivants vont obtenir 20 000. Vous ne pouvez pas poser votre candidature juste sur un des 2 concours. C'est tout traité conjointement, l'évaluation des demandes. Il y a plusieurs ressources, là. Je ne sais pas si on peut vous envoyer ça, mais de toute façon, j'attends d'une seconde à l'autre un renseignement pour envoyer par courriel à tous nos étudiants de 2e, 3e cycle un message concernant l'aide pour les demandes de bourse. Il y a plusieurs ressources pour les demandes de bourse, profitez-en. Effectivement, l'idée de se faire relire par notre équipe de direction, par des collègues. On offre aussi au Vice-Décanat un service de relecture. N'hésitez pas à tirer profit de ça, puis faire relire par des personnes qui ont différents profils. Parce que autant votre directeur de recherche va être évidemment d'excellents conseils sur le choix de la méthode ou bon, dans un projet, par exemple, bien, des fois, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine de recherche qui va repérer que la pertinence sociale, scientifique, ce n'était pas si clair que ça. Puis pour votre directeur, ça va de soi parce que lui, c'est dans son domaine de recherche, puis il sait, là, il a en tête tout ça là, dans la pertinence, mais quelqu'un de l'externe, des fois, va dire « Oh, il me semble que j'en sais pas grand-chose ». Donc, de croiser les points de vue, c'est vraiment important. Sur le comité interfacultaire là, où on fait les évaluations pour les quotas internes, selon les concours, bon, par exemple, au CRSH, c'est que les facultés en lettres et sciences humaines et sociales, mais ça veut dire quand même que des fois, sur ce comité-là, il va y avoir quelqu'un qui est vice-doyen à la faculté de droit ou à l'école de gestion. C'est pas juste pas des spécialistes de votre sujet pointu, ce n'est pas des spécialistes de l'éducation. Puis en même temps, à l'autre bout, quand ça arrive à l'organisme, là, il y a des comités thématiques selon les processus d'évaluation de l'organisme. Donc, il y a vraiment une zone là, à trouver pour que ce soit clair pour tout le monde, peu importe leur regard sur le dossier. Et puis, effectivement, des stratégies de rédaction là, où c'est tellement important de prendre notre lecteur par la main puis d'être explicite. Là. Ce projet est pertinent pour 3 raisons. Puis là, on explicite les raisons. Ou pour la méthode, de ne pas hésiter de faire des choses comme pour atteindre l'objectif 1, voici ce qu'on va faire. Pour atteindre l'objectif 2, voici. Ce qui fait que si le lecteur n'est pas spécialiste de votre sujet, ça lui permet quand même facilement de voir le fil conducteur. Il voit qu'il y a une cohérence entre vos différents vos objectifs, votre méthode, les retombées, le projet de diffusion. Le fil conducteur doit être très, très clair. Faut pas, ce n'est pas un exercice de littérature. Là. Effectivement, il faut vraiment être stratégique dans l'écriture même. Puis sur la question du projet, c'était une très bonne question. Quand on ne sait pas trop ça va être quoi notre projet, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait de notre mieux. On écrit un projet quand même. On écrit un projet que j'appelle toujours vraisemblable. Quelque chose qui se tient debout. Quelque chose qui pourrait être votre vrai projet, qui ne sera probablement pas dans ses fins détails, mais qui est quand même, qui a de l'allure, qui se tient debout, qui se justifie, puis qui, après ça, va évidemment vivre puis bouger. C'est tout à fait normal, mais au moins, quand vous faites ça, vous êtes en train de démontrer votre capacité à rédiger un projet qui a du sens. Bon, après, peut-être que vous allez changer d'outil de collecte ou de milieu, ou il peut y avoir des choses qui changent, mais ça, c'est correct. La seule chose qui remettrait en question une bourse obtenue, c'est si vraiment vous changiez de thématique de recherche de façon tellement radicale que votre demande aurait été évaluée par un autre comité. Ça, à ce moment-là, il faut vérifier avec l'organisme. Mais sinon, là, vous n'avez pas à faire d'angoisse puis à perdre du sommeil là-dessus. Là. Vous faites de votre mieux selon l'état de votre projet en date d'aujourd'hui. Vous en profitez pour brasser des idées avec votre équipe de direction. Souvent, on fait des pas de géant pendant ces semaines-là où on prépare des demandes de bourse parce que justement, ça nous oblige à réfléchir à notre projet. Il y a énormément d'excellentes choses qui ont été dites aujourd'hui, mais si par hasard, vous vouliez réentendre beaucoup de ces mêmes conseils-là, je vais donner 2 conférences aussi là, cette semaine. Là. Je suis sur le point de vous annoncer ça par courriel. Une qui est plutôt du côté du premier cycle, mais une pour les 2e, 3e cycles.
où je vais reprendre là, des éléments comme ça de stratégie concernant les concours de bourse. Et je vais aussi avoir des périodes de disponibilité. J'essaie ça cette année. Là. En cas de questions sur les demandes de bourse, là, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi puis que je réponde là, à vos questions sur vos demandes de bourse en cours. Je suis allée Effectivement, très rapidement. Marie-France, il y a un certain nombre de questions qui sont posées dans le Oui. fil de discussion. Je réagis, avant de te laisser continuer, je réagis ici à une personne qui soulevait la question, celle de mon université ou d'un institut? C'est en lien avec quelque chose de contextualisé que tu disais précédemment. Excuse-moi, ça, dans l'université. C'est une question de Kelly Tremblay. Mais s'il faut choisir, il faut mettre la plus chère des deux. Il faut mettre la plus révisée des deux. Et donc, c'est la DI qu'il faut mettre de l'avant. D'accord, je vous remercie. Là, il manque le contexte, effectivement, là. Oui, c'est en lien avec le niveau. En fait, est-ce qu'on essaie de son université ou l'institut? Ça dépend de l'institut parce que ben, je peux me tromper en disant ça, mais ça peut être également très prestigieux. Je ne sais pas, monsieur le professeur Couturier. Oui, c'est ce que je pense, oui. Ça dépend. Plus c'est externe, mieux que c'est. Oui, Il plus manque c'est un élément de externe. contexte. Oui, c'est ça. OK. Ah, quelle bourse je privilégie entre une bourse de mon université et celle d'un institut? OK. Ben oui, je viens de voir. Ben, en fait, c'est quand il y a différents concours, on applique sur tout ce qu'on peut. Mais après ça, quand on obtient plusieurs bourses, il y a des règles de cumul qu'il faut voir. Puis il y a certains organismes qui vont vous permettre aussi de cumuler des bourses, d'autres ne le permettront pas. Mais même si vous devez décliner une bourse, vous allez quand même l'indiquer dans votre CV. Toutes les bourses que vous allez obtenir, que vous ayez touché l'argent ou pas, vous allez l'écrire à votre CV, puis des fois, vous allez écrire entre parenthèses décliner. Exemple, si vous obtenez à la fois la bourse du fédéral puis du provincial pour votre maîtrise ou votre doctorat, vous devrez décliner celle du provincial, mais vous allez l'écrire, là, décliner, puis elle va rester quand même comme une trace dans votre dossier, comme une trace d'excellence aussi. Là. À l'égard du cumul, il y avait une question ici. Si on obtient une bourse au CRSH la première année de notre doctorat, est-ce que l'on peut appliquer pour une bourse Vanier l'année suivante? Non, malheureusement, présentement, selon les règles de Vanier, on ne peut pas. Mais Vanier, là, juste pour vous situer, c'est une bourse vraiment intéressante. C'est du 50 000 par année pour le doctorat. C'est sûr que ça intéresse beaucoup de monde par le prestige, mais aussi parce que ça permet de vivre quand même de façon peut-être plus convenable aussi selon votre contexte de vie. Mais c'est extrêmement compétitif. En éducation, depuis la création de ce concours-là, on a obtenu une seule fois une bourse Vanier. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes capable d'obtenir un CRSH Doc, ne vous privez pas d'une bourse CRSH Doc régulière à 20 000 ou à 35 000 sur l'espoir d'avoir une bourse Vanier parce que il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, mais c'est sûr qu'on peut regarder votre dossier aussi là, pour voir est-ce que vous avez quand même vraiment des chances à Vanier. Pour Vanier, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cas de la faculté d'éducation, on lance le concours auprès des profs et c'est les profs qui doivent nous soumettre les dossiers. On ne lance pas auprès des étudiants. On lance le concours en juin, puis on attend les candidatures fin août. Donc, si ça vous intéresse, vous en parlez à votre prof, puis votre prof déjà va évaluer si selon sa compréhension du concours, vous avez des chances éventuelles à Vanier. Mais ne vous privez pas de poser votre candidature sur les autres concours CRSH. Ce serait ma lecture. Je ne sais pas si le professeur Couturier, de son expérience, aurait la même, là, mais c'est ce que je répondrais. Oui. Puis, moi, j'ai deux de mes étudiants qui ont des bourses Vanier. C'est souvent un enjeu d'accompagnement. Donc, si vous avez un accompagnateur de haute qualité avec des gens qui avaient déjà d'autres bourses, qui avaient déjà publié, etc., donc ça vaut la peine d'y aller quand même. Oui, absolument. Mais c'est rare, puis c'est vrai que oui, il y a un accompagnement, c'est sûr à faire, mais un dossier Vanier, pour avoir des chances, oui. il faut déjà qu'il nous fasse un peu dire wow. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans. Il faut qu'il y ait un fil conducteur clair. Il faut qu'il y ait le potentiel de devenir là, leader canadien dans son domaine d'expertise. On est dans on est là-dedans. Donc, ça prend quand même des gens qui ont déjà un beau CV derrière eux. Le potentiel d'en faire plus, oui, mais en même temps, ça prend déjà des traces de ce potentiel-là pour avoir des chances sérieuses à Vanier. C'est pour ça qu'il faut, je pense, être attentif à ce que propose Mitax. C'est soit une manière de se monter un dossier
pour aller vers ces grandes bourses-là par la suite. Oui, effectivement. Ben, c'est vrai pour tous les cas. Effectivement, les bourses se construisent les unes sur les autres. Puis, Mitax, l'avantage, c'est comme si c'est en lien avec des partenaires. Ça permet de montrer aussi la portée pratique, la portée terrain de ce que vous faites, puis donc le potentiel de changement que vous pouvez amener dans la société avec vos recherches. Donc, ça, c'est intéressant, effectivement. Effectivement, et je vais y aller avec une dernière question. Enfin, il y en avait quelques-unes qui ont été soulevées, mais cet élément-là pourrait rejoindre plusieurs personnes. Ici, il y a une personne qui écrit, on parle ici d'un étudiant qui est à l'étranger, mais qui pourrait s'appliquer également à des étudiants qui sont ici au Québec. Est-ce qu'il est possible de faire une demande, même si on n'a pas déjà publié un article scientifique? Les chances sont minimes alors. Je En vous laisse premier, réagir. ouais. Ben, il est toujours possible de faire une demande, puis je trouve toujours qu'on apprend aussi à faire en faisant des demandes. En tout début de doctorat ou de maîtrise, oui, mais en tout début de doctorat, s'il y a quand même autre chose dans votre CV, ça peut aller. Je vous dirais que vous avez peu de chance pour un 35 000 au CRSH, mais ça peut aller, mais il faut qu'il y ait quelque chose dans votre CV, que votre projet soit très solide, qu'il y ait éventuellement des communications ou autre chose. C'est sûr que si vous êtes rendu en 3e année de doctorat, qu'il n'y a aucune publication, les chances sont statistiquement faibles. Là. La période où ça pardonne un peu là, est quand même très courte. C'est vraiment des bourses extrêmement compétitives. Hein. Puis, je vous rassure, c'est pas parce que vous obtenez pas de ces bourses-là que vous n'êtes pas des bons étudiants aussi. Hein. Je pense que des fois aussi, il y a des gens aussi qui font des carrières en recherche qui n'ont pas obtenu ces bourses-là. Ça se peut aussi. Là, c'est pas, vous ne jouez pas votre vie là-dessus non plus. Là. C'est très, très, très compétitif. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des concours de circonstances, le nombre de demandes qui est sur le jury, vous en êtes où dans votre parcours au moment où la date limite du concours passe. Si vous avez, par exemple, un article que vous avez soumis pour publication, bien, soumis, on va peut-être en tenir compte, mais publier ou accepter, c'est sûr qu'on va tenir plus compte. Mais des fois, là, le 13 octobre, quand vous soumettez votre dossier, ça se peut que l'article soit soumis, puis que la semaine suivante, il soit accepté, mais c'est comme ça. Vous ne pouvez pas revenir au FRQSC, leur dire, bien, il est accepté, mon article. Ben c'est ça. Des fois, il y a une part, effectivement, je veux dire, de chance là-dedans, de concours de circonstances. C'est comme ça. D'accord, je te remercie, Marie-France. On va conclure sur ces bonnes paroles, considérant que le temps file. Je veux, dans un premier temps, remercier nos conférenciers pour la générosité de leur temps, de leurs commentaires, de leurs conseils. Et les personnes, puis dans un deuxième temps, les personnes qui seraient intéressées, qui auraient davantage de questions, puis je constate que ça suscite un grand intérêt. Je les inviterai là, à communiquer directement avec nos conférenciers et conférencières là, pour avoir de plus amples informations. Sur ce, je vous remercie. Je remercie tout un chacun pour sa présence lors de cet atelier du CRIFP.